Alors je vous explique. Quand j'ai ouvert cette chaîne, qui est encore pas grand-chose pour le moment, j'ai voulu aborder le sujet Hardcore Henry de manière à ce que ça ait l'air clair, limpide, etc. Bien présenté et tout ça. Et ben en fait, j'ai fait une vidéo de je crois 20 minutes, peut-être un peu plus. Donc après tu sais, je l'ai coupé, j'ai fait les bons petits trucs, le montage. Et je l'ai regardé. Et c'était pas moi. Et oui, du coup, je l'ai mis au magasin. Parce que tu sais, quand t'es dessus, tu fais pas attention et tu traînes et tu te dis, bah, faut que je le montre. C'est ce que j'avais l'habitude de faire avec la chaîne de vendeurs de jeux vidéo déclarés. Euh, Donc, j'ai montré vite fait, mais j'avais deux potes avec moi et ils ont rien dit. Mais rien de rien. Du coup, j'ai compris que j'étais en train de faire de la merde. J'ai dit, c'est de la merde. J'ai coupé et me revoilà. Et on va la faire comme d'habitude. On y va avec des fichiers à la limite, parce que c'est quand même des noms russes. Mais je vais donc vous raconter comment on en est arrivé là et ce que moi je pense de Hardcore Henry. Un film coup de bol. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé et il a fait un film parce qu'il y a certaines raisons. Des causes qui ont créé des effets. C'est l'histoire d'un groupe à Moscou, un groupe de musique, rock, punk, indie, enfin un truc avec des ascendances un peu londoniennes de pub, genre... j'ai trouvé qu'il avait une voix un peu Blur, parfois un peu Oasis. Il pouvait avoir aussi du coup des intonations un peu changées sur du Prodigy, y compris sur la chanson qui va nous intéresser, qui est donc Bad Motherfucker de Beating Elbows. J'espère que je le dis bien. Voilà, voilà. Donc ce groupe russe qui fait donc plein je crois qu'il était à 4 albums à ce moment-là à peu près. Donc tentent des expériences sur leur propre clip vidéo et décide de passer à la GoPro. Mais j'ai vérifié, c'était pas le seul. Ce qu'il y a, c'est que c'est le seul groupe qui a mis en scène, donc c'est le chanteur guitariste qui s'appelle Ilya Nel Schuller, qui du coup s'est mis à la réalisation du clip. Et on a le droit à des cascades, on a le droit à du feu, à du sang, à des tirs, à des vitres cassées, à du yamakasi, une mise en scène terrible sur une base de film un peu à la Jumper. Sur ce clip, attention, où il se téléporte, ce qui donne un truc péchu sur un clip de, je sais pas, 3-4 minutes. L'idée donc formidable est parvenue aux oreilles de pas mal d'éditeurs, y compris deux américains qui du coup ont été mis sur la touche parce que l'éditeur russe n'a pas lâché l'affaire. Et le gars lui a dit en gros, est-ce que tu es capable de faire ça mais sur une durée d'1 heure et demie. En plus c'est génial pour promouvoir tout un album. Bah le gars non seulement il l'a fait, mais pour moi il l'a carrément réussi. Chapeau mec. J'ai passé un grand moment et je regarde du coup Bad Motherfucker au magasin beaucoup de fois. Des gens ne savent pas ce que c'est. Et du coup, je me mets à leur expliquer. D'où maintenant, je suis vraiment tranquille. Je sais de quoi je parle. Je peux peut-être faire des bêtises, mais enfin là, je veux dire, ça m'a motivé, ça m'a fait parler. Du coup, j'ai compris qu'il fallait rester naturel. Et quand je m'écoutais parler au magasin, comme je fais d'habitude pour du jeu vidéo, mais là on parlait de film, j'ai débordé là-dessus. Je me suis dit, putain, mais c'est comme ça qu'il faut que je parle. Donc je vais vous parler de ce superbe film qui est totalement inspiré du cinéma, d'action, du jeu vidéo et de tout ce qui s'ensuit. Des essais avaient été faits, imitation GoPro et un peu GoPro, y compris sur les bandes annonces de Spider-Man Amazing 1, pour promouvoir une différence avec le Sam Raimi. Le jeu Mirror Age avait carrément tout poussé. D'ailleurs, le Spider-Man était parti sur ça à la base. Il y a Mirror Edge, tiens, regarde. Voilà. Si vous l'avez pas fait, le 2 actuellement est sorti sur la PlayStation 4. Un petit peu moins libre sur certaines choses, mais c'est toujours à tester, c'est du bon, ça coûte rien. Dans un petit magasin de jeux vidéo que vous devrez sauver de la faillite à cause de plein de choses. C'est pas la bonne chaîne. Désolé, petit dérapage.
Oh voilà, alors que l'aspect GoPro, donc à la première personne, avait été tenté plein de fois. On avait aussi le Doom avec Karl Urban et Dwayne Johnson. Surtout pour la fin, tu regardes le film juste pour la fin. Alors que c'est dommage, le film n'est pas si mauvais que ça. C'est un Alien-like. Vite fait, quoi. On passe un bon petit moment, un petit peu trop fermé, je trouve. Mais ça va, cette scène de fin est très sympa, elle est péchue, elle est. Je pense que Neil Schuller a dû regarder et se dire, ah, ça serait sympa justement de faire un truc comme ça, etc. Donc Neil Schuller a pris donc toute une équipe de cascadeurs, mais il a pris aussi des acteurs. Alors les acteurs, on a une apparition de Tim Roth, acteur que j'aime énormément, et que j'estime que sa meilleure performance est dans sa série télé qui est Lie to Me et qui a coulé, pris pour un concurrent direct, voire voleur de Mentaliste. D'ailleurs, Mentaliste, comme par hasard, à partir de la saison 4, ça devient exactement comme Lie to Me. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'étais bien dégoûté. Mais avec Tim Roth qui fait donc une apparition. Attention, il ne fait qu'une apparition. On va dire que l'acteur principal, en fait, c'est nous, bien entendu, puisque c'est la première personne. Ils n'ont pas de voix, ce qui est très jeu vidéo. Il y a une raison, il y a une cause, je vous laisse regarder le film, qui est très très bien trouvé du coup. Hein. Bien vu l'astuce, hein. Moi j'ai trouvé sympa. En plus ça donne lieu à une scène du coup emblématique qui mettra tout de suite l'attention à notre cher Henry. D'où le niveau de degré du méchant, on reviendra dessus après. Donc le deuxième, le vrai premier rôle, plutôt, le vrai premier rôle, c'est celui qui accompagne Henry, qui est Sharlto Copley. Alors moi j'adore, j'ai envie de dire Charlton Cosplay, tu vois, ça ferait vraiment bien, ou Coldplay. Non, c'est Sharlto Copley. Alors c'est un Sud-Africain qui avait été découvert dans le district 9 de Bloomcamp. Il a un visage très commun. À chaque fois qu'il apparaît dans un film, bon, je pense que maintenant c'est bon, hein, il est là. Hein. À chaque fois qu'il apparaît dans un film, je le reconnais jamais. Jamais. Et là, il arrive en Jamie, le mec il est bien fringué et tout, puis en gros il lui donne sa mission, tu sais, c'est des jeux vidéo. Trop bien fait. Il lui donne sa mission, il dit voilà, on va faire ci, ça, je vais t'aider, etc. Il lui donne un téléphone, plan. Bon, limite j'ai cru voir un Pokémon apparaître à un moment. Pardon. Et il donne donc des directives. Et puis Jimmy, en fait, pas spoiler, attention, Jimmy a plusieurs personnalités. Et c'est là que je l'ai trouvé très intéressant, l'acteur. Puisque c'est un acteur, on sent dans ses films, il essaye absolument de jouer différemment. Quand tu regardes Chappie, toujours de Blomkamp, parce que c'est son acteur fétiche, dans Chappie, pareil, il est méchant, c'est totalement aux antipodes de District 9. Tu sens qu'il veut faire quelque chose, mais qu'il ne peut pas le montrer. Et ben, l'autre jour, l'agence Torisk, j'avais oublié que c'était lui dedans, passe à la télé, et je vois la pléiade d'acteurs, et je vois notre ami Copley, Sharlto Copley, qui est là-dedans et qui fait Looping. Et Looping, c'est le gars dans l'agence Torisk, normalement, avec une chaussette à la main, il peut tenir un épisode complet et éclipser tout le monde. Chose qu'il n'a pas réussi à faire. Donc, notre ami Copley, je vais y arriver, bordel. Notre ami Copley sud-africain n'est pas devenu Looping de l'agence Torisk. Par contre, il est devenu Jimmy dans Hardcore Henry. Là, il est très très bon. Le mec qui fume la bœuf, c'est mon préféré. Moi, j'ai kiffé. Rien que pour lui, c'est bien fait, c'est génial. Je pense pas qu'il ait pris cher pour être dans ce film. Je vois qu'il aime bien les expériences un peu indépendantes. Parce que c'est quand même un film russe, hein, américano-russe, du coup, avec les coproductions et compagnie. Maintenant, je vais m'attarder sur le personnage de Hakan. Alors, Hakan, attends, parce que je vais avoir besoin du film que ma femme m'a ramené. Il est là. Hein. Il n'est pas blisté, c'est moi qui suis maniaque. Je vous montre une bonne fois pour toutes. Ce sera fait. Arrêtez de me dire que j'ai des choses blistées derrière moi. Voilà. Je scotche par l'intérieur pour pouvoir avoir une protection optimale. Optimum, optimal, Optimus Prime. Sur la boîte en carton pour toute la vie. Voilà. Donc, Hakan, le méchant qui est donc dans Hardcore d'Henry. Et alors j'ai vu la tête du gars qui n'a absolument rien à voir, comme quoi le cinéma, du coup, c'est génial. Il s'appelle Danila Zovlovski. Oh, lui, c'est d'être le Gérard Depardieu de Russie, hein, parce que franchement, il est bon, il n'y a rien à dire. Donc, il arrive, cheveux blancs, les yeux un peu albinés,
Et il met l'attention tout de suite parce que le gars, en fait, il est télékinésique. D'entrée, il a un pouvoir. Mets-le haut là. Là, comme dans un bon vieux jeu vidéo, tu te dis, bon, bah, c'est lui qu'il va falloir battre, mais j'ai pas les moyens tout de suite. D'où cette mise en place super sympa, du coup, dans cette scène où justement ils essaient de lui mettre la voix, il n'y arrive pas et le méchant intervient. Le Danila, je l'ai trouvé très très fort. Alors, en dehors de notre ami qui fait Jimmy, cet acteur, du coup, Danila qui fait Hakan, j'ai trouvé hyper intéressant et creusé parce qu'il est complètement maniaco-dépressif et il me rappelle énormément. Désolé, j'ai toujours un petit peu à Kubrick, pour moi c'est les bases. Orange Mécanique, notre ami. Pitié, pardonne-moi, c'est qu'il y en a tellement dans ce disque dur. Pardonne-moi. Malcolm McDowell. Non, si j'ai McDowell, mais j'ai pas Malcolm. Malcolm McDowell, qui est l'acteur principal de Orange Mécanique. Qui d'ailleurs fait aussi une apparition de Kourou dans Le Mentaliste. Voilà. Il a la même prestance. Alors, Orange Mécanique, impossible à regarder en français. Hein. C'est pas possible maintenant. Il a ses yeux de vicieux et il y a tout un rappel dans le film qui tourne autour de ça, y compris le moment où ils sont tous habillés en blanc. On dirait justement les collègues de McDowell dans Orange Mécanique. Et il faut pas oublier qu'Orange Mécanique était estimé comme le film le plus ultra-violence même au cinéma. C'est-à-dire que c'était interdit aux mineurs, etc. Ça avait fait polémique en Angleterre. Le film avait été retiré, il avait eu des menaces de mort, Kubrick, etc. Donc voilà, et puis après, il est sorti très 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 tard en VHS. J'ai vécu la sortie VHS. Hein. C'est quand même un film qui est sorti fin des années 70, début 80. Non, c'est des conneries, c'est carrément dans les années 70. Début 80, c'était déjà autre chose. Bref. Donc moi j'ai trouvé qu'il lui ressemblait énormément. Après, il a donc ces espèces de pouvoirs qui rappellent comme dans pas mal de films, je pense que c'est ça justement. C'est des hymnes au gros cinéma et du coup à la culture aussi japonaise. Ben oui, on y vient. Tetsuo Tetsuo Shima, bah oui, Tetsuo, ce télékinésique de la mort qui du coup fait des trucs incroyables plus il avance dans le film quoi. J'ai trouvé justement que c'était un peu le Tetsuo du hardcore Henry. Il met la barre très haut, hein, ça c'est clair. Hein. Les ressemblances, après, elles peuvent aller dans plein de choses, hein, si vous voulez faire le tour. Le démarrage du personnage, il peut faire Halo, il peut faire Half-Life, je trouvais très Half-Life. Le mec se fait reconstituer comme dans un Robocop, il y a un hymne à Robocop avec la main qui écrase un truc, etc. Il a un corps démonté. Je ne veux pas trop spoiler, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit. Les références sont tellement énormes que ça m'a fait penser à Debache quand il parle de Gremlins de Joe Dante. Pareil, c'est-à-dire qu'à chaque scène, tu pourrais faire des pauses et raconter ce que tu vois. C'est pour ça que ce film-là est un bloc à expliquer. C'est impossible de passer dessus 5 minutes. C'est un film qui fera date. C'est pour moi pionnier. C'est une référence. Même si beaucoup de gens n'ont pas compris, les critiques cinéma ont dit que nous étions passifs devant... Ah, vous êtes partis trop jeux vidéo les gars, hein. C'est un film, hein, c'est du cinéma. C'est pour moi aussi important dans ce domaine qui est le 7ème art qu'un Blair Witch, qui a mis la barre directement à un endroit où on n'avait jamais tenté le coup, voire même Paranormal Activity. Alors, personnellement, moi, je suis que le 2. Le 1, j'aime pas. C'est un prologue hein, pour moi. Et le reste, alors là, j'en parle même pas. Y compris les trucs asiatiques qui n'ont rien à foutre là, vu qu'ils sont capables de faire les meilleurs films d'horreur du monde. Voilà. Alors, c'était donc une petite parenthèse sur Hakan, qui est une grosse parenthèse. Le personnage est très intéressant et j'avais pris la boîte parce que ce qui était sympa, c'est que vous n'aurez pas le passé de Hakan. Vous n'aurez pas le passé de Hakan. Et il avait fait promettre au moment de la production des boîtiers de rajouter ceci. Alors la semaine dernière, j'ai vu que ces DVD apparemment n'étaient plus vendus en version cartonnée, n'étaient qu'en plastique et on n'avait pas ceci. Ceci est une bande dessinée spéciale Hakan. Il l'avait fait en fait dans le film, mais il l'a retiré.
il s'est dit que ça couperait l'action, ce qui est vrai. Hein. Le film est tendu, on peut pas expliquer qui est Hakan. Du coup, ça devient très intéressant de lire ceci. Vous avez vraiment l'explication du pourquoi, du comment. C'est forcément un truc, voilà, humainement nucléaire qui s'est passé. Mais c'est très bien expliqué, c'est bien dessiné. Ça aurait mérité, je pense, tout ça, de faire des vraies adaptations bouquins. Du coup, c'est Hardcore Hakan. Alors, pourquoi pas le lire avant? Oui, j'avoue. Pourquoi pas le lire avant? Ça gêne pas du tout, c'est très sympa. Ça passe bien, quoi. Il faut quand même que je m'attarde sur... Non, bah les scènes, je vais pas vous les raconter. Elles sont vraiment bien foutues. Ça part de vite fait... allez, le mec saute d'un immeuble de 15 étages avec un cordon, atterri dans une poubelle publique. Les gens s'inquiètent. C'est énorme. C'est le cyborg ultime qui court dans les rues de Russie. Et il n'y a pas d'éléments qui montrent que nous sommes réellement en Russie. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et du coup, les gens qui sont là-bas ont dû halluciner, quoi. Alors, il va y avoir des apparitions de personnages qui vont être là en flash, en éclair, comme dans un jeu vidéo. Mais c'est pas grave. Et puis, je vais m'attarder aussi sur le hypertension. Oui, c'est clair, c'est hypertension. Le mec, il a un problème, il doit recharger sa batterie, trouver de l'électricité, etc. Il a un timing, etc. Et dans l'histoire, là, par contre, bon, il doit sauver sa femme. Et moi, j'ai trouvé plus qu'il avait même une référence aux deux, personne n'en parle, où justement où il tombe d'un hélicoptère pour arriver en ville. Bah là, c'est un peu le cas aussi, c'est clair. Et la mise en service de Henry quand il arrive en ville est très très sympa, et Jimmy du coup arrive à ce moment-là. Voilà. Des références, j'en ai donné plein au niveau du jeu vidéo et Mirror Edge. Je ne parlerai pas du jeu de guerre que tout le monde fait et que je déteste. Oui, Doom. Ah oui, Darkness 2 aussi, ouais. Darkness 2, ouais. Les cinématiques de Darkness 2, je les ai trouvées très hardcore en rien, ou plutôt en haut de sens, enfin si vous voulez, quoi. Pendant quel sens si t'as joué avant ou pas. L'ultra-violence aussi, ouais. L'ultra-violence, pareil, ouais. Moi, ce que je pense de Hardcore Henry, c'est que non seulement ça vaut le détour, mais c'est quelque chose qui restera vraiment dans les annales. Et le réalisateur est à suivre de très très près. Il y a Nous te suivons. Moi, je te suis de France, d'Auvergne. Je suis fier de ton travail. Il a refusé quand même des ponts d'or de 100 millions, des ponts d'or de 100 millions de dollars américains pour les grosses productions, quoi. Voilà. Le pavé est sorti. C'est bon, je l'ai fait. Et d'ailleurs, je vais me le remettre une troisième fois parce que c'est vraiment génial. Et j'arrête pas de regarder Bad Motherfucker, mais il faut absolument remettre ce putain de film. Et avec toute l'ambiance techno, rock, même ska, il y a du ska, du reggae, et à la fin, c'est le générique. C'est à faire tourner dans un magasin. Attention à la ultra-violence, mais c'est vraiment très 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 bien. Je vous souhaite une bonne journée et bienvenue sur Toto Sinoche. Ah, j'avais un truc à faire. Je l'ai. Allez, à bientôt. Bonne soirée.